Un homme aux cheveux roux, coiffé d'un chapeau de paille et vêtu d'un ridicule pantalon fleuri, s'occupe de ses cultures. Clac, sa houe se coince dans la terre alors qu'il trouve toute cette situation complètement absurde. En sueur et furieux, il se plaint d'être contraint d'arracher des mauvaises herbes comme au bon vieux temps. Il réalise qu'il a été kidnappé et envoyé à la campagne, et ça le rend fou. Piqué pendant 30 jours, il abandonne et décide de se reposer, défiant quiconque de l'arrêter. Soudain, un cri retentit « Jeune maître !» et il se retourne, agacé. Il aperçoit une silhouette sur une tondeuse à gazon en fuite, poursuivant une autre personne au loin. Une fille aux cheveux noirs crie le nom de Zhang Taeo, le prévenant de s'écarter. Zhang Taeo panique, réalisant que tout cela arrive à cause d'une toute petite graine. Il se réveille en sursaut dans son lit alors que quelqu'un appelle son nom, Zhang Taeo. Ce n'était qu'un cauchemar. Une femme rousse lui arrache sa couverture, exigeant de savoir ce qu'il cache. Il lui répond que ça ne la regarde pas. Elle bouillonne de colère face à son défi. Elle lui arrache complètement la couverture. Maintenant exposé, Zhang Taeo tient un bandage sur son nez tandis que sa mère lui demande ce qui s'est passé. Elle craint qu'il ne se mette encore dans le pétrin comme au collège, et lui donne une claque sur la tête. Enragée, elle le réprimande pour son manque de respect. Zhang Taeo, un étudiant en cuisine de 18 ans, ignore ses inquiétudes, prétendant qu'il est juste tombé. Alors qu'il part pour l'école, il dit à sa mère qu'il sera encore en retard, et elle s'interroge sur son comportement récent. Plus tard, un homme aux cheveux noirs reçoit un appel de quelqu'un nommé Mia-e, tandis que la femme rousse observe. L'homme dit nerveusement à l'appelant que tout va bien, mais la femme n'y croit pas. Il raccroche et sourit, suggérant d'envoyer Zhang Taeo à la campagne. La scène se déplace vers le lycée industriel de Namcheon. En classe, un autre élève, Kim Jae-yoon, regarde une vidéo sur son téléphone et se plaint de la mauvaise qualité. Un camarade de classe lui demande s'il regarde de la boxe, et Kim Jae-yoon confirme que c'est un match terrible. Le camarade de classe le taquine pour avoir montré ses talents de boxeur, mais Kim Jae-yoon se vante d'avoir tabassé Zhang Taeo. Son ami le contredit, disant qu'il a à peine touché son nez, mais il insiste sur le fait qu'il y est allé doucement. À ce moment-là, Zhang Taeo entre dans la salle de classe, son nez bandé étant un signe clair de la bagarre. Kim Jae-yoon salue Zhang Taeo avec moquerie, le filmant et lui demandant si son nez va bien. Enragé, Zhang Taeo donne un coup de pied à sa chaise et lui dit de dégager avant qu'il ne se blesse. Quand Kim Jae-yoon continue de parler sans arrêt, Zhang Taeo le réduit au silence d'une main. Il attrape le visage de Kim Jae-yoon, menaçant de lui arracher les lèvres tandis que l'intimidateur gémit. Avec un sourire menaçant, Zhang Taeo lui demande pourquoi il pense qu'il s'est retenu jusqu'à présent. Alors qu'il le prévient de rester silencieux pour éviter l'hôpital, la voix d'un professeur interrompt la confrontation. Halettement, Zhang Taeo lâche prise, surpris, alors que la sucette de Kim Jae-yoon tombe de sa bouche. Le reste de la classe observe en silence tandis que le professeur s'approche. Le professeur principal de la classe 2 à 4 lance un regard noir aux deux élèves, les bras croisés. Zhang Taeo essaye d'expliquer que Kim Jae-yoon a commencé, mais le professeur lui crie juste dessus pour avoir riposté. Après l'école, Zhang Taeo s'appuie contre un mur, pensif. Il est frustré, pensant que Kim Jae-yoon cherche juste désespérément à le provoquer. Il lève les yeux au ciel, agacé que sa mère, son professeur, tout le monde le harcèle. Soudain, un groupe d'hommes intimidants en costume noir apparaît devant lui. Leur chef informe le jeune maître qu'ils ont été envoyés pour le récupérer. Zhang Taeo est complètement déconcerté par ce soudain tournant des événements. Il se demande si ces voyous sont liés à Kim Jae-yoon. Il se souvient de Kim Jae-yoon, se vantant de son frère usurier, et réalise que faire appel à des gangsters n'était pas une menace en l'air. La panique s'installe. Il doit courir, alors il dévale la rue en criant qu'ils se sont trompés de personne. Alors qu'il sprinte, il crie transformation, obtenant une soudaine accélération. Il sourit, impressionné par sa propre vitesse alors que les hommes en costume peinent à suivre. Il prend un virage à toute vitesse et fonce directement sur la trajectoire d'un camion qui approche. Un des sbires hurle le jeune maître et plonge, le poussant hors de la trajectoire du camion juste à temps. Zhang Taeo à l'état, sa tête se projetant en arrière sous le choc et la douleur. Il s'effondre en un tas sur le sol de l'allée, tandis que deux des hommes en costume observent de loin. Tandis que le sbire qui l'a sauvé célèbre d'être en vie, son collègue lui crie dessus, montrant le corps immobile de Zhang Taeo, arborant maintenant un petit halo et des ailes. L'un des hommes, portant des lunettes, secoue désespérément Zhang Taeo, ensanglanté et inconscient, appelant le jeune maître.
Alors qu'un sbire panique de le voir s'évanouir, l'autre se plaint de l'avoir seulement empêché d'être iskaïd, pas de l'avoir tué. S'évanouissant dans l'inconscience, Jang Tae-ho se demande faiblement ce qui se passe. Dans un éclair flou, une silhouette est vue courir, un cri désespéré à l'aide résonnant dans l'obscurité. Haletement. Jang Tae-ho se réveille en sursaut dans son lit, le visage couvert de bandages. Il se redresse, totalement confus, regardant autour de lui dans une chambre lumineuse et inconnue. Clic. Le canon froid d'un pistolet rose est soudainement pressé contre sa tempe. Une petite fille aux cheveux noirs avec un visage menaçant et ombragé se tient sur son lit, lui demandant s'il est Jang Tae-ho. Son visage apparaît, révélant un doux sourire et des yeux rouges, étrangement perçants. Une page d'information pour l'équipe de scanlation de la série est affichée. Une bannière promotionnelle pour l'équipe de scanlation est affichée. Elle sourit, révélant des dents pointues, et se présente comme sa nouvelle patronne, Min Jua, la fille de 7 ans de sa tante, Jang Mi-ae. Il la fixe du regard, rejetant sa menace comme tant des inepties. Elle tire avec le pistolet juste à côté de son oreille et, avec un sourire sinistre, lui demande si cela lui semble toujours être des inepties. Une femme âgée entre dans la pièce, demandant ce que tout ce remue-ménage signifie, tandis que Jang Tae-ho appelle sa grand-mère. Il pointe frantiquement la fille du doigt, essayant d'expliquer à sa grand-mère que cette petite gangster folle agite une arme. Haletement. Il est frappé par un souvenir d'il y a 6 ans, voir un nouveau-né pour la première fois. Min Jua croise les bras, confirmant qu'elle était ce bébé et le traitant de petite crapule. Toujours hébété, Jang Tae-ho se prend la tête, essayant de comprendre comment il a fini ici alors qu'il rentrait juste chez lui. Il regarde la fille et dit inexplicablement qu'il a commencé à former sa propre équipe. Complètement déconcerté, il se demande s'il a été entraîné dans une sorte de jeu de rôle mafieux bizarre. Son téléphone se met soudainement à sonner avec un appel de femme. Dans un flashback frénétique, il est traîné physiquement tout en criant à sa mère de le sauver. La scène se déplace vers la maison de ses parents, où sa mère parle doucement au téléphone tandis que son père sourit en arrière-plan. Elle dit à la personne au bout du fil que Jua n'est pas allée à la campagne depuis un certain temps, donc il devrait bien s'occuper d'elle. Il est révélé que ses parents ont anticipé son évasion, bloqué toutes les sorties et l'ont expédié à la campagne. Il a été livré directement à Min Jua, qui attendait avec un sourire terrifiant sa prochaine victime. De retour au présent, Jua l'informe qu'il est maintenant son subordonné, mais il s'enfuit en courant. Alors qu'il sprinte vers la porte, il fulmine d'être obligé de garder une gamine armée dans un enfer sans ordinateur tout l'été. Il s'effondre 4 pattes, complètement essoufflé. TSK. Son évasion échoue alors qu'il se retrouve ligoté, capturé par une femme en costume. La femme est présentée comme Ryu Seol-hwa, une subordonnée de sa tante et garde du corps de Min Jua. Elong sur le sol en pierre, désespérément ligoté, Jang Tae-ho ne peut que regarder vers le haut. Seol-hwa explique qu'avant le mariage, une certaine femme était une légende qui a affronté des centaines de gangsters avec juste une hache. Elle poursuit, déclarant que sous Jang Mi-ae et Min Duo, le gang du Tigre Blanc est devenu la forteresse de la ville de Jobok. Jang Tae-ho assimile cette nouvelle information choquante depuis le sol. Assis, il demande si cela signifie que la ville où vit sa grand-mère est en fait son ancien territoire. Seol-hwa clarifie qu'elle est une ancienne gangster qui a quitté le milieu depuis 7 ans, mais Jang Tae-ho explose, hurlant qu'il s'en fiche. Il les accuse furieusement de l'avoir kidnappé, emprisonné et de lui avoir tiré dessus, tous des coups classiques de gangster. Jua lui dit d'arrêter de se plaindre, ce qui ne fait que l'enrager davantage, le faisant se demander qui cette petite morveuse pense être. En un instant, Seol-hwa lui met une épée sous la gorge, le prévenant de ne pas sous-estimer la jeune dame. Jua dit calmement à Seol-hwa de se retirer, décidant de laisser un peu de mou au nouveau. Elle lui ordonne de se préparer, le laissant en pleurs et confus quant à ce pourquoi il est censé être prêt. Avec un sourire déterminé, elle déclare que c'est le territoire de sa mère, après tout. Alors qu'il traverse la ville, il se plaint de devoir la suivre, elle, mais Seol-hwa le corrige froidement. Il est censé l'appeler « patronne ». Dans un magasin local, Min Jua observe 3 hommes âgés en pleine discussion sérieuse. L'un des hommes, coiffé d'une casquette, se penche et exige que les commerçants paient leurs taxes de protection. Observant de loin, Jang Tae-ho ricane, pensant que la petite fille est sur le point d'avoir une leçon de réalité, mais l'un des hommes la reconnaît comme Jua. Les hommes intimidants affichent soudainement de grands sourires, s'extasiant sur la croissance de Jua et son apparence magnifique, laissant Jang Tae-ho complètement perplexe. Succès!
Jua brandit fièrement une grosse liasse de billets et un sac de chips. Avec un sourire satisfait, elle déclare qu'ils s'en vont tandis que Seol Hwa la salue. Un Jang Tae-ho stupéfait réalise que c'était ça la collecte. Il s'avère que la tactique géniale de Jua consiste simplement à charmer, ou peut-être menacer les aînés locaux pour de l'argent et des collations, et elle fait des affaires d'or. Elle a déjà amassé une impressionnante récolte de cadeaux, de collations et de boissons. Jang Tae-ho n'arrive pas à croire qu'ils lui donnent de l'argent, se demandant s'ils sont masochistes, tandis que Seol Hwa prétend que c'est parce que la chef est de confiance. Il n'y croit pas. Une femme du quartier aperçoit Jang Tae-ho et s'extasie sur sa gentillesse à s'occuper de sa petite cousine. En récompense de sa gentillesse, elle lui tend un billet flambant neuf de 50 000 won. Il essaye de faire semblant d'être décontracté, disant qu'elle n'est vraiment pas obligée, mais ses mains disent « Donne-moi, donne-moi !» Juste au moment où ses doigts s'apprêtent à toucher l'argent, son merci est interrompu. Swoosh! Jua surgit comme une minuscule ninja et arrache le billet en plein vol, laissant Jang Tae-ho sans voix. Avec un regard meurtrier, elle l'accuse de s'être servi au passage et déclare l'argent confisqué. Il perd complètement la tête, hurlant que sa logique est totalement insensée. Clic. Seol Hwa apparaît soudainement derrière lui, lui pressant un pistolet sur la tête et déclarant calmement « Trouvé ». Les mains en l'air, Jang Tae-ho se plaint que c'est une réaction excessive, mais elle lui dit simplement de se taire et de venir. Il lève les yeux au ciel, un regard de pure et inaltérable défiance sur son visage. Pendant ce temps, de retour chez ses parents, son père tient un chat et demande si quelqu'un s'étouffe. Hors champ, un Jang Tae-ho satisfait déclare qu'il se sent très bien car la vengeance est proche. De retour dans le présent, Jang Tae-ho semble complètement vaincu et misérable. Mais alors, il aperçoit une enseigne de cybercafé, un phare d'espoir dans ce désert numérique. Il arbore son sourire le plus charmant et demande s'il peut juste passer aux toilettes une seconde. Tandis que Seol Hwa craint qu'il ne s'enfuit, Jua ricane, confiante qu'il reviendra moins qu'il ne veuille une balle dans la tête. Il ne revient pas. Il dévale les escaliers en hurlant qu'il en a fini avec la collecte et qu'il est prêt pour des jeux sérieux. Avec un rugissement triomphant, il crie son objectif aux cieux « Je vais jouer au jeu, bébé !» Il ouvre la porte en grand et se fige. Au lieu d'ordinateur, il découvre une scène macabre. 2 hommes se tiennent au-dessus d'un corps ensanglanté au sol. Il a des sueurs froides, son plan d'évasion se transformant instantanément en film d'horreur. Ses jambes le lâchent et il s'effondre à genoux, en état de choc pur. Dans un état de panique, il se demande pourquoi il y a un cadavre dans un cybercafé. C'est le comble pour un avis négatif. Essayant d'avoir l'air décontracté, il réalise qu'il est en grande difficulté et doit partir avant de devenir complice. Trop tard. Un homme éclaboussé de sang, avec un bandeau sur l'œil, lui attrape l'épaule et lui dit d'attendre. L'homme demande un coup de main avec le corps, se plaignant que les jeunes de nos jours sont si égoïstes. Disant « Tiens, l'homme au bandeau s'approche de lui, ne prenant clairement pas un non comme réponse. Halte ! Jang Tae-ho regarde avec horreur le corps brutalisé gisant dans une mare de sang. L'homme lui attrape la tête, lui demandant pourquoi il tremble et l'accusant d'avoir mangé quelque chose de bizarre. Avec un sourire terrifiant, l'homme lui dit que ce n'est rien juste d'aider à nettoyer le sang. Tremblant sur le sol, Jang Tae-ho observe les 2 hommes discuter tranquillement de leurs problèmes au-dessus du cadavre. L'homme au tablier s'inquiète de faire trop de bruit, mais l'homme au bandeau lui dit de ne pas avoir peur, lui demandant si c'est sa première fois. Fixant le corps sans vie, Jang Tae-ho craint qu'un faux pas ne fasse de lui le prochain au sol. Il réalise que sa vie est déjà partie en enfer, mais c'est la section VIP et il veut en sortir. Il suppose qu'ils essayent de faire de lui un complice pour le faire taire, et cherche désespérément une issue. Une idée le frappe. Il peut utiliser l'unique source de lumière de la pièce comme diversion, en la brisant avec son téléphone. Tandis que l'homme au tablier part laver une serpillière, Jang Tae-ho se prépare, sachant que c'est sa seule chance de survivre. L'homme au bandeau interrompt ses plans, lui offrant des lingettes humides pour se nettoyer. L'ignorant, Jang Tae-ho se prépare, prêt à lancer son téléphone sur la lumière. Crash! La porte s'ouvre en grand, et un vieil homme aux yeux bandés fait irruption dans la pièce. Le vieil homme se met à hurler à mort, faisant tomber Jang Tae-ho à plat ventre par la même occasion. Alors que le téléphone de Jang Tae-ho est en suspens, le vieil homme demande à savoir depuis combien de temps il leur a dit d'aller chercher ça. Il continue de rager, furieux qu'il traîne encore. Le vieil homme aux yeux bandés tombe en arrière sous l'impact. Le vieil homme gît sur le sol,
assommé par le téléphone portable lancé par Jang Tae-ho. L'homme au tablier réalise que c'est sa chance de s'échapper. Mais Jang Tae-ho lui arrache rapidement son téléphone du sol. Dans un flashback confus, un autre garçon roux attaque un homme en gilet noir, qui supplie faiblement son père. Un cri résonne du bâtiment du cybercafé. Soudain, la tête de Jang Tae-ho est forcée sous l'eau, tandis que quelqu'un crie son nom. Il tousse et halète, tandis que Seo-hwa déclare froidement qu'il va bien, le laissant complètement déconcerté par ce changement soudain de décor. Jua le domine, le réprimandant de s'être éclipsé et le menaçant que ses tripes se répandent hors de son estomac. Étourdi, il la regarde et demande si c'est réel ou s'il est déjà mort et en train de rêver. Bam! Un poing frappe de plein fouet sa mâchoire. Elong sur le sol à nouveau, il se demande quelle force un enfant peut bien avoir, tandis que Seo-hwa l'avertit que ses bêtises lui donnent envie de le tabasser. Jukonsima Point se détourne de lui et ordonne à des personnes invisibles de s'excuser maintenant qu'il est réveillé, le laissant plus confus que jamais. À son grand choc, 3 hommes en costume s'inclinent et crient à l'unisson. « Nous nous excusons, jeune maître !» Il n'a aucune idée de ce qui se passe, et Jua semble agacé, demandant pourquoi ces gens sont même là. Ce sont les hommes du cybercafé, l'homme au bandeau, son subordonné, et le cadavre, tous agenouillés nerveusement devant eux. L'homme au bandeau explique que ce n'était qu'un malentendu. Il transportait du sirop de framboise, a glissé sur du papier et a causé un énorme désordre à l'aspect sanglant. Il termine son histoire, expliquant qu'il a été assommé lors de la chute. Les hommes baissent la tête de honte, s'excusant d'avoir été impolis, ne réalisant pas qu'il était le cousin de la jeune femme. Une pensée horrible traverse l'esprit de Jang Tae-ho, alors qu'il se souvient de son plan d'évasion. Attends. Qui mon téléphone a-t-il frappé, alors? L'homme aux yeux bandés du café apparaît, déclarant avec colère que lui a été la victime de l'agression téléphonique, et se révélant être le grand-père de Jang Tae-ho. Crac! Son grand-père lui donne un coup sur la tête, furieux que son propre petit-fils lui ait jeté un téléphone au visage. Alors que Tae-ho tente de protester de son innocence, son grand-père le condamne à des travaux agricoles dès demain en guise de punition. Jua demande gentiment si elle peut se joindre à eux, affirmant qu'il est du devoir d'un patron de superviser ses subordonnés. Le grand-père est absolument ravi, la hissant dans les airs et louant sa petite fille attentionnée de le faire se sentir vivant. Jang Tae-ho ne peut que regarder en silence frémissant son grand-père s'extasier sur sa minuscule tortionnaire. Un souvenir d'une enfance heureuse avec son grand-père défile. Un contraste saisissant avec sa misère actuelle, le visage marqué par les larmes. Jua lui tend une enveloppe, la qualifiant de paiement pour tes ennuis. Il prend l'enveloppe avec précaution, complètement incertain de ce qui se passe. Il se demande si elle lui rend l'argent qu'elle a volé, pensant qu'elle n'est peut-être pas un monstre total après tout. Il l'ouvre et y trouve un chèque d'1 million de won. Il est riche! En un instant, sa loyauté est achetée. Il s'incline profondément, promettant de servir sa nouvelle patronne à vie. Jua sourit, remarquant son attitude améliorée, alors qu'il est révélé que les principes de Jang Tae-ho ont un prix exact d'1 million de won. Maintenant, dans un champ, il réfléchit à sa situation. Il est plus riche d'1 million de won, mais toujours piégé ici par le garde du corps terrifiant de sa tante. Alors, pour l'instant, il se résigne à arracher tranquillement les mauvaises herbes sous le soleil brûlant. Sa paix est brisée, alors que Jua fonce vers lui sur une débroussailleuse déchaînée, lui criant de s'écarter. Paralysé par la peur, il ne peut que lui crier d'attendre tandis que la machine se rapproche. Meurtri et égratigné, il se dit que cet été devient de plus en plus légendaire chaque jour. Il est violemment projeté à terre par l'équipement de jardinage hors de contrôle. Arg! Allongé au sol de douleur, il se fait à nouveau rouler dessus, pensant que Jua va réellement tuer quelqu'un. RIP. Une image caricaturale le dépeint assommé avec Jua allongé sur lui, tous deux victimes de l'accident. Il l'attrape, furieux, et hurle qu'elle ne peut même pas atteindre les poignets correctement, elle était en train de faire la course avec une débroussailleuse. Allongée sur sa poitrine, elle se frotte l'œil nonchalamment et blâme un dysfonctionnement soudain de la machine. Seo-hwa se précipite sur les lieux, demandant si Jua va bien, puis note avec désinvolture que Jang Tae-ho a amorti la chute. Il est officiellement un bouclier humain. Elle le remercie pour son service, mais il grommelle qu'il ne s'est pas exactement porté volontaire pour servir de pare-choc. Un vieux fermier s'approche, s'enquérant de l'agitation, et Seo-hwa l'appelle respectueusement grand-père. Jua incline la tête, s'excusant auprès de son grand-père et expliquant que la débroussailleuse est soudainement tombée en panne. Son grand-père semble préoccupé par son bien-être, mais elle l'assure rapidement qu'elle va bien. Tae-ho se plaint au vieil homme qu'il est en train de mourir d'un coup de chaleur,
Mais le grand-père se moque, le traitant de faible. Le grand-père continue de le réprimander pour manger comme un bœuf, mais avoir l'endurance d'un moucheron. Finalement, le grand-père leur dit à tous les trois de nettoyer le désordre et de le suivre. La journée de travail débute dans un champ baigné de soleil, rempli de tomates et d'aubergines vibrantes et scintillantes. Le grand-père leur explique leur tâche simple: cueillir les légumes mûrs pour que grand-mère puisse les cuisiner pour le dîner. Il confie la tâche à Seolhwa pendant qu'il va réparer le coupe-bordure, et elle accepte cette responsabilité avec enthousiasme. Les yeux de Jua s'écarquillent de pur délice lorsqu'elle aperçoit une tomate parfaitement mûre et luisante. Elle vérifie à nouveau avec Seolhwa, confirmant qu'elle doit utiliser des ciseaux pour cueillir les légumes. Succès. Jua exhibe fièrement sa première tomate cueillie, ce qui lui vaut un grand sourire et des éloges de Seolhwa. Elle tente de remotiver un Jang Taeo très peu enthousiaste, qualifiant la tâche de mission importante de papy. Taeo tire Seolhwa à part, lui demandant pourquoi elle n'est polie qu'avec leur grand-père. Seolhwa présente fièrement sa pyramide hiérarchique personnelle, où grand-père se classe en tête, suivi de ses parents, puis de Jua, et enfin de tous les autres humains. Un Taeo en sueur ne peut que marmonner que c'est une famille sérieusement étrange. Pourtant, en tenant une aubergine, il admet que c'est étonnamment paisible d'être de retour à la campagne. Son moment de paix est brisé par la triste réalité qu'il est toujours sous les ordres de Minjua. Il se demande pourquoi son grand-père ne l'a pas encore puni pour l'incident du téléphone, car laisser passer les choses n'est pas son genre. Décidant de ne pas cracher dans la soupe, il se dit que s'il ne se fait pas gronder, c'est une victoire pour lui. Il espère désespérément que le reste de la journée puisse se dérouler tranquillement. Mais sa paix est immédiatement ruinée par une araignée à l'air étonnamment amical qui lui dit bonjour. Un cri perçant déchire l'air, faisant que Seolhwa et Jua lèvent les yeux, confuses. C'est Taeo, en plein effondrement total cause de la minuscule araigne souriante. Jua le regarde avec un pur dédain, pensant qu'il fait tout un plat pour une minuscule araigne. Après qu'elle s'en occupe négligemment, elle lui demande s'il est satisfait, le laissant en sueur de soulagement. Honnêtement, marmonne Jua en se détournant, mais Taeo aperçoit soudain quelque chose de bien pire dans son dos. Il hurle son nom avec une terreur absolue, essayant de l'alerter de la nouvelle menace. Bam! Il pointe du doigt frénétiquement, hurlant qu'un énorme mille-pattes rampe sur elle. Seolhwa retire calmement l'insecte qui gigote main nue, souriante, tandis que Taeo la supplie de s'en débarrasser. Maintenant effondré au sol, Taeo halète qu'il a failli mourir de choc. Jua remercie joyeusement Seolhwa d'avoir attrapé le mille-pattes, et celle-ci répond que ce n'était aucun problème. Taeo est complètement sidérée, incapable de croire qu'elle n'a pas peur des insectes et qu'elle a attrapé un mille-pattes comme si de rien n'était. Elle explique qu'elle a grandi en ville et qu'elle est habituée à eux, tandis qu'il est stupéfait qu'elle n'ait aucun accent. Jua les remet au travail tandis que Seolhwa se porte volontaire pour la tâche des insectes, à la grande approbation terrifiée de Taeo. De retour à la maison, le grand-père trouve un autre homme, lui demandant un tournevis et expliquant que Taeo est toujours dans le champ. Un homme aux cheveux gris, l'air fatigué, demande pourquoi il est revenu seul, et le grand-père répond que le coupe-bordure est cassé. Le grand-père écarte ses inquiétudes, disant que le garçon de la ville ira bien, tandis que l'autre homme pense qu'il dramatise. Mais un bref regard d'inquiétude traverse le visage du grand-père, alors qu'il espère que le travail n'est pas trop difficile pour lui. La scène se déplace vers un champ de maïs tranquille, alors que le soleil commence à se coucher. Leur dur labeur a porté ses fruits, produisant un panier débordant de légumes frais et éclatants. Avec un rugissement triomphant, Taeo s'étire, célébrant que leur travail à la ferme est enfin terminé. Jua essaye de porter le lourd panier elle-même, mais Taeo l'arrête rapidement, la prévenant qu'elle est certaine de trébucher et de tout renverser. Il grogne dans sa barbe, se demandant ce qu'il y a de si spécial dans un tas de stupides légumes de toute façon. Alors que Seolhwa propose de rentrer, Taeo soulève sa chemise, se plaignant qu'il fait une chaleur infernale et qu'il va au ruisseau. Jua s'anime aussitôt, voulant y aller aussi, ce qui signifie que Seolhwa les rejoindra pour veiller sur elle. Maintenant coincés à porter le lourd panier, un Taeo grincheux leur dit de se dépêcher. Désespérés par la soif, ils marchent péniblement à travers les hautes herbes, en direction du ruisseau. Hein? Il se fige soudainement, fixant quelque chose sur le sol devant lui. Jua, juste derrière lui, demande ce qui ne va pas, complètement inconsciente de la situation. Il la tire en arrière par le visage, l'arrêtant juste à temps alors que son expression se remplit de terreur. De loin, Seolhwa les voit s'arrêter, et sait instinctivement que quelque chose ne va pas du tout.
Une main gantée de rouge se referme violemment sur le cou de quelqu'un. C'est Jang Tae-ho, retenant frénétiquement Jua du danger tandis que Seol-hwa sprint vers eux en arrière-plan. Son visage se tord de pure terreur, alors qu'il réalise qu'ils sont royalement foutus. Il vient de marcher sur un nid de guêpes, et un essaim d'insectes géants et en colère est sur le point de leur déchaîner l'enfer. Seol-hwa accroche sa jambe et Jua sur son dos, Tae-ho hurle qu'ils ont marché sur une ruche et prend la fuite. Mais Seol-hwa ne court pas. Elle tire calmement un énorme couteau de combat de l'étui sur sa jambe. Elle se tient maintenant comme un titan, maniant 2 couteaux, tandis que Tae-ho et Jua regardent leur terrifiante protectrice. Tae-ho panique, lui criant d'arrêter, l'avertissant qu'elle va se faire piquer. Avec un regard froid, Seol-hwa pense que tout ce qui pourrait nuire à la jeune demoiselle est une cible, alors que l'essaim furieux se rapproche. Dans un éclair de lumière, elle déchaîne une rafale de coups, découpant les guêpes en plein vol. Elle devient un tourbillon de mort, ses lames se déplaçant si vite qu'elle laisse des traînées de lumière, déchiquetant l'essaim entier. Le dos tourné vers eux, elle déclare qu'elle n'en tolérera pas une seule. Sa mission accomplie, elle fixe sombrement son couteau taché de sang. Tae-ho est complètement abasourdie, demandant si elle est même humaine, mais Jua explique avec désinvolture que Seol-hwa est une maître épéiste capable de tout trancher. Serrant Jua fort, il conclut nerveusement que Seol-hwa n'est définitivement pas quelqu'un avec qui on veut s'embrouiller. Tandis que Tae-ho suggère maladroitement de rentrer, Seol-hwa suit en silence, les couteaux toujours à la main. Un bourdonnement près de son oreille le fige de terreur. Seol-hwa observe Tae-ho tourner sur lui-même dans une panique étourdissante. Soudain, une main saisit la manche de Seol-hwa, l'arrêtant net. Une femme âgée est apparue, demandant poliment à Seol-hwa si elle connaît le chemin du moulin de Baek. Seol-hwa s'excuse, disant qu'elle n'est pas sûre, mais qu'elle pourra aider à son retour, laissant la vieille femme déçue. La femme s'inquiète voix haute qu'avec le soleil qui se couche, elle pourrait rencontrer un animal sauvage si elle reste seule ici. La culpabilité frappe Seol-hwa comme un camion, et elle gémit, sa détermination s'effondrant. Pendant ce temps, Tae-ho sprint avec Jua, pensant qu'il s'épuise et que les abeilles vont les rattraper. Puis, il se souvient d'un conseil crucial de Monsieur Frelon-Tueur, l'expert en abeilles. Pour échapper aux abeilles, allez sous l'eau. Il a un clair de génie le ruisseau. Il fonce droit vers le bord de l'eau. Splash! Il saute dans l'eau, disant à Jua confuse qu'il n'y a pas de temps à expliquer. Il se met juste devant elle, lui demandant si elle peut retenir sa respiration pendant seulement 30 secondes. Au compte de 3, ils plongent tous les deux sous la surface pour échapper à l'essaim. Il retient sa respiration, confiant que les abeilles abandonneront et les laisseront tranquilles. Il flotte silencieusement dans l'eau trouble, attendant que le danger passe. Mais après 10 secondes, il ouvre les yeux avec horreur, se demandant pourquoi les abeilles ne partent pas. Il réalise que ce n'est qu'une solution temporaire. Les abeilles les attendront à la surface, tout comme elles attendent la pauvre vieille femme maintenant assaillie au-dessus de l'eau. Tandis qu'il panique, Seol-hwa passe à l'action, attrapant la vieille femme pour la sauver de l'attaque. Pouah! Exactement à la marque des 30 secondes, Seol-hwa jaillit de l'eau avec la vieille femme, ses lames ayant dégagé l'air. Seol-hwa lance un regard noir à Tae-ho, l'avertissant de ne plus faire de cascades imprudentes avec Jua, et il gémit rapidement son accord. Tandis que la vieille femme la remercie, Seol-hwa l'aide doucement dans l'eau, proposant de l'amener en sécurité. Tae-ho se tourne vers Jua, lui demandant si elle va bien après cette épreuve. Leur soulagement est de courte durée alors qu'ils repèrent tous les deux un survivant solitaire. Une abeille est toujours là. La dernière guêpe bourdonne de manière menaçante juste à côté de la tête de Tae-ho. Clac. Il se gifle le visage et Jua ne fait qu'observer, complètement déconcertée. Elle lui demande prudemment son nom, comme si elle le voyait pour la première fois. Il crie de douleur, hurlant qu'il l'a écrasé main nue, tandis que Jua demande s'il a été piqué. Il dit qu'il va bien, mais révèle ensuite sa main couverte de tripes d'insectes pixelisées dégoûtantes, faisant hurler Jua. Son horreur se transforme rapidement en inquiétude pour une question plus importante. Qu'est-il arrivé au panier de légumes ? Leur dur labeur est maintenant un buffet pour la faune locale, alors qu'un cochon, un lapin et un cerf se régalent de leurs légumes. Tae-ho tente furieusement d'effrayer les animaux, sa main dégoulinant toujours de tripes d'abeilles. Il est trop tard, il regarde la seule tomate restante, déplorant que les animaux sauvages aient tout mangé. Jua accepte calmement la perte, disant que c'était un accident, et qu'ils peuvent juste en cueillir plus tard, ce qui surprend Seol-hwa. Tae-ho réfléchit à ses actions, réalisant qu'il a instinctivement attrapé une abeille pour protéger sa patronne. Il est confus, mais aussi impressionné par lui-même. Dans un moment de calme,
la minuscule patronne et son nouveau subordonné échangent un regard de respect mutuel et tacite. Maintenant sur le chemin du retour, Jua profite d'un tour sur le dos, pensant que c'est une sacrée affaire, tandis que Taeo grogne d'être traité comme un cheval. Seolhwa sourit, lui disant que la jeune demoiselle a clairement pris goût à lui, car elle ne monte pas sur le dos de n'importe qui. Se penchant, Jua murmure qu'il n'est encore qu'un subordonné, et qu'il a un long chemin à parcourir avant qu'elle ne dise qu'elle l'apprécie, à l'amusement de Seolhwa. Alors qu'ils rentrent chez eux, Jua tire l'oreille de Taeo, le faisant crier, tout en pensant que de toute façon, elle ne se soucie pas de gagner son cœur. Plus tard, Seolhwa rapporte à son patron que les deux se chamaillent mais s'entendent bien, ce qui est un soulagement pour la personne à l'autre bout du fil. Pendant ce temps, un homme au téléphone enquête sur le passé de Taeo, découvrant un dossier disciplinaire impliquant de la violence scolaire. La scène passe à une douce et vieille photographie d'un garçon roux heureux, tenant un nouveau-né. Un nouveau chapitre commence alors que le soleil se lève sur la maison familiale traditionnelle. Un garçon roux se réveille avec une coiffure spectaculaire due au réveil. À la table du petit déjeuner, il se demande silencieusement pourquoi les personnes âgées se lèvent si tôt, s'attirant un ordre sec de son grand-père de simplement manger. Jua prend alors le dessus, lui rappelant qu'il est son subordonné et ne devrait pas se lever plus tard que sa patronne, mais il la rejette avec désinvolture. Satana. Cette attitude désinvolte lui vaut une morsure vicieuse à la main de la part de sa minuscule patronne accro. Le grand-père explose de rage, exigeant qu'il se comporte à table pour une fois. Soudain, son attention est attirée par un bruit extérieur, et il se demande ce que cela pourrait être. Il regarde par-delà le portail principal, cherchant la source du son. Bientôt, toute la famille est regroupée à l'embrasure de la porte, le garçon roux demandant si c'est un chiot. Ils se rassemblent dehors autour d'un minuscule et adorable chiot, qui s'est endormi sur une plateforme en bois. Alors que le chiot tremble, Seolhwa s'inquiète qu'il ait pu perdre sa mère. Le grand-père se souvient que la chienne du voisin a récemment eu des chiots, et l'autre homme convient que ça doit être l'un d'eux. Jua demande de quelle race il s'agit, mais le garçon roux se moque, l'appelant un bâtard. Le chiot commence à grimper sur son bras, ce qui fait que Jua lui crie d'attendre. Elle regarde avec une rougeur soudaine et embarrassée se répandant sur son visage. Le chiot saute alors directement dans les bras de Jua, la laissant dans une adorable panique, tandis qu'une Seolhwa ravie regarde. Malgré son choc, elle caresse doucement le chiot, qui semble apprécier l'affection. Le groupe regarde tandis que même le garçon roux admet que ce n'est pas si étrange, tandis que quelqu'un remarque à quel point le chiot semble l'apprécier. Juste à ce moment-là, une voisine arrive au portail, appelant Monsieur Jang et demandant s'ils ont vu un chien perdu. Apercevant le chiot dans les bras de Jua, la femme rayonne de soulagement, heureuse d'avoir retrouvé sa fugueuse. La propriétaire remercie avec gratitude une Jua encore embarrassée d'avoir pris soin de son petit garnement. La femme s'interroge sur la façon dont le chiot a pu s'éloigner si loin, tandis que le grand-père écoute avec un regard sévère. L'expression de Jua s'assombrit quand elle entend la propriétaire dire qu'elle doit bientôt commencer à donner les chiots. Une étincelle de détermination la frappe, et elle déclare soudainement qu'elle veut aller voir le reste de la portée. Ils arrivent pour découvrir une pile absolument irrésistible de chiots moelleux, chacun portant un petit bandana. Alors que Jua regarde, complètement captive, la propriétaire demande s'ils ne sont pas les choses les plus mignonnes qu'elle ait jamais vues. La propriétaire remarque qu'un chiot semble particulièrement attaché à Jua, et lui en propose un, et les yeux de Jua s'illuminent alors qu'elle demande si elle peut vraiment. Mais le grand-père met fin à cela fermement, refusant de garder des animaux, et lui disant de l'emmener chez elle si elle en veut un. Le garçon roux s'interroge sur la brusque dureté de son grand-père, soulignant qu'il y a une niche vide à la maison. Mais Seolhwa lui dit de laisser tomber. Il explique calmement que le grand-père a toujours le cœur brisé, après que leur dernier chien ait été volé par un trafiquant de chiens il y a 2 ans. La propriétaire intervient, expliquant que les trafiquants de chiens sont un vrai problème dans la région, c'est pourquoi elle est désespérée de trouver des foyers sûrs pour les chiots. Lorsque Seolhwa demande ce qu'il advient des chiens volés, le garçon roux suggère sans détour qu'ils sont vendus à des restaurants de viande, et Jua est absolument horrifié. Clac. Seolhwa le gifle pour son insensibilité, exigeant de savoir pourquoi il dirait une chose pareille. Il insiste sur le fait qu'il disait juste la vérité. Mais les mots restent en suspens alors que Jua répète d'un air sombre. Trafiquant de chiens. Pile ce moment, une voix glaçante appelle depuis la rue. Nous achetons des chiens, et le groupe se fige sous le choc. Le petit chiot commence à aboyer, et les yeux de Jua s'écarquillent de panique. Elle couvre rapidement la gueule du chiot, essayant désespérément de le faire taire avant qu'il ne soit découvert.
Mais c'est trop tard. Un homme louche jette un coup d'œil par-dessus le mur, annonçant qu'il sent un chien. Avec un sourire sournois, il salue de la casquette et se présente comme un trafiquant de chiens, confirmant leur pire crainte. La propriétaire le confronte immédiatement, lui criant de quitter sa propriété et que ses chiens ne sont pas à vendre. L'ignorant, les yeux du trafiquant se fixent sur Jua qui tient désormais protectivement un panier rempli de chiots. Il tend la main vers eux, mais Juta lui arrache rapidement le panier avec un cri terrifié. Elle le fusille du regard, criant que les chiens ne sont pas à vendre, mais il se contente de ricaner, demandant ce qu'il y a avec cette gamine. Il lui dit avec condescendance de ne pas se mêler des affaires d'adultes et lui demande si elle est même la propriétaire. Il essaye de la dépasser pour inspecter les chiots, mais la propriétaire répète furieusement qu'elle ne vendra pas. S'avançant pour lui barrer le chemin, Jua le fixe avec des yeux de feu et déclare « Je suis leur patronne ». Le trafiquant de chiens se contente de rire alors que Jua le pointe avec un minuscule pistolet jouet rose, sous le regard incrédule de son équipe. La traitant de désespérée, il abandonne, affirmant qu'il est inutile de rester si elle ne vend pas. Il lui fait un signe de la main mielleux et un bonne chance sarcastique en partant par le portail. TSK. Une fois dehors, il marmonne que cette gamine était un vrai casse-tête et qu'il ne voulait vraiment pas avoir à faire ça. Son expression s'assombrit de menace, alors qu'il décide qu'il n'y a qu'une seule façon de gérer ça. De retour à l'intérieur, le groupe le regarde partir, tandis que le propriétaire commande cette étrange scène. Ouaf! Soudain, l'aboiement d'un grand chien déchire l'air, surprenant Jua et le propriétaire. La chienne mère vérifie affectueusement sa pile de chiots endormis. Le garçon roux, Taeo, annonce qu'il rentre, disant à Jua qu'elle peut rester dehors et jouer si elle veut. La sympathique voisine se tourne ensuite vers Seolwa, invitant le garde du corps de Jua à rester pour de la pastèque. Les deux femmes sont assises sur le banc, savourant une tranche rafraîchissante de pastèque sous le soleil. La propriétaire admet être surprise que Jua aime autant les chiens, pensant qu'elle était un peu snob. Seolwa explique que c'est peut-être parce qu'elle a déjà élevé un chien et l'a profondément chéri. Se penchant, Seolwa commence à chuchoter un secret à la propriétaire curieuse. Plus tard cette nuit-là, le grand-père est furieux que Jua ne soit toujours pas rentré, tandis que le garçon aux cheveux argentés se plaint de ses cris. Taeo, cependant, est parfaitement content de jouer un jeu sur son téléphone, disant que c'est agréable et calme sans Jua. Bam, il reçoit une claque bien méritée sur la tête. Le grand-père le réprimande de ne pas s'inquiéter pour sa cousine, mais Taeo dit nonchalamment qu'elle n'est qu'à quelques pas. De l'autre côté, Jua bouillonne de rage. TSK, le grand-père lance un regard désapprobateur à la petite fille furieuse. Seolwa réconforte une Jua boudeuse, lui disant qu'elles pourront rendre visite aux chiots à nouveau demain et qu'il est l'heure de dormir. Jua accepte à contre-cœur et rentre à l'intérieur. Mais juste au moment où il se retourne, un frénétique waf 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 résonne de l'extérieur. Jua jette un coup d'œil horrifié par la porte, s'écriant « Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Tandis que Taeho observe, alarmé. Le grand-père se précipite hors de la maison, exigeant de savoir ce qui s'est passé. Jua pleure, disant que le trafiquant vendra les chiots à un restaurant de viande de chien, mais Taeo demande comment ils sont censés l'arrêter. Désespérée, elle se tourne vers Seolwa, disant qu'ils doivent le poursuivre immédiatement. Mais Seolwa refuse, expliquant que sa priorité absolue est de protéger Jua et qu'elle ne peut la quitter. Jua suggère qu'ils y aillent tous ensemble, mais Seolwa rejette l'idée, disant que le patron serait furieux s'il faisait quelque chose d'aussi imprudent. Très bien, déclare Jua, j'irai le poursuivre seul, et s'enfuit en courant. Taeo lui attrape le bras, exigeant de savoir pourquoi elle se soucie autant d'un chien qui n'est même pas le sien. Un souvenir refait surface d'une Jua plus jeune, tenant un petit chiot blanc, un cadeau de sa mère, pour qu'elle ne se sente pas seule. Le souvenir douloureux lui remplit les yeux de larmes alors qu'elle fixe le vide, terrifiée et déterminée. Sous le regard de tous, elle dit Taeo. « Je ne veux pas en perdre un autre. » Taeo demande son grand-père s'il peut lui emprunter son scooter, à la grande confusion du vieil homme. « Je vais attraper ce trafiquant de chiens, déclare-t-il en montant sur le véhicule. Le grand-père explose, criant qu'il est fou, et qu'un type comme ça est aussi insaisissable qu'un serpent. Taeo lui répond en criant, arguant que c'est trop dangereux pour Jua d'y aller, alors que doit-il faire d'autre? Jetant un coup d'œil au visage brisé de Jua, il sait qu'il le regrettera s'il n'essaie pas au moins. Il se tourne vers elle avec une grimace, admettant qu'il n'y va que parce qu'il ne supporte pas de la voir si triste. Le trafiquant de chiens souriant est confronté au regard déterminé de Taeo, alors qu'il promet « Je reviendrai ».
Avec un dernier regard résolu, Taeo se prépare à partir dans la nuit. Il s'éloigne à toute vitesse dans la rue déserte, laissant son grand-père et Seolhwa le regarder depuis le portail. Seolhwa s'inquiète du danger, tandis que le grand-père soupire, admettant qu'il ne comprendra jamais ce gamin. Le garçon aux cheveux argentés s'interroge sur ses actions irréfléchies, mais hausse ensuite les épaules, estimant qu'il s'en sortira. Taeo dévale une route sombre et sinueuse à scooter. Il atteint un carrefour, criant de frustration, se demandant comment il est censé savoir où est passé le trafiquant. Juste à ce moment-là, Jua surgit derrière lui, révélant avec effronterie un téléphone avec un tracker GPS. Il sursaute sous le choc, exigeant de savoir comment elle est arrivée là. Sa réponse : « Je me suis faufilé quand tu as démarré le moteur. » Taeho s'inquiète frénétiquement de la réaction de Seolhwa face à l'escapade de Jua, mais elle lui dit froidement de se taire et de tourner à gauche. Elle explique calmement sa logique. Un chef et son subordonné doivent toujours faire face au danger ensemble. Il l'avertit qu'elle devra expliquer cela à Seolhwa plus tard, craignant pour sa vie, mais Jua lui ordonne simplement de poursuivre le trafiquant. Pendant ce temps, à l'arrière du camion, les chiots volés gémissent tristement dans leur cage cahotante. Avec un sourire maniaque et terrifiant, Jua ordonne à Taeo d'arrêter la voiture. Freinage. Il dévie le scooter directement devant le camion, le forçant à s'arrêter tandis que le trafiquant hurle de terreur. Le trafiquant paniqué reconnaît Taeo de plus tôt et lui hurle furieusement dessus, exigeant de savoir qui il est. Taeo descend calmement du scooter, informant le trafiquant choqué qu'il reprend les chiens. La main du trafiquant se dirige vers la cage, déterminé à conserver ses biens volés. « Petit voyou !» grogne-t-il, sortant un cutter et refusant de reculer. Il tient la lame dangereusement près de la cage, menaçant de blesser les chiots si Taeo s'approche. « Ça ne me dérange pas si quelques-uns meurent, prévient-il froidement, disant au garçon de déguerpir tant qu'il demande gentiment. Soudain, Jua descend du toit du camion, pendu à l'envers, et pointant son pistolet jouet rose directement sur son visage. Bruit sourd ! Surpris par cette embuscade bizarre, le trafiquant lâche la cage. « Maintenant, Jang Taeo !» crie-t-elle, le tirant de son silence stupéfait. Après avoir saisi la cage, Taeho l'appelle, disant qu'il a les chiots et qu'elle peut descendre maintenant. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le trafiquant enragé s'élance et lui attrape le bras. Il la tient fermement alors qu'elle bouillonne. « Comment oses-tu » La situation s'intensifie alors que le trafiquant désespéré sort un couteau bien plus grand et plus effrayant. Mais juste à ce moment-là, Seolhwa apparaît, plaçant l'acier froid de son épée contre son cou et lui ordonnant de lâcher la jeune femme. Dépassé, le trafiquant terrifié remonte dans son camion et s'éloigne à toute vitesse, laissant l'équipe de sauvetage derrière lui. Pendant que Seolhwa s'assure de l'état de Jua, Taeo inspecte la cage et confirme que les chiots semblent indemnes. Rayonnante de fierté et de soulagement, Jua dit à Seolhwa qu'elle est ravie de l'avoir comme subordonnée. Un Taeo terrifié commence immédiatement à plaider sa cause auprès de Seolhwa, insistant sur le fait que ce n'était pas son idée et la suppliant de ne pas le poignarder. Seolhwa l'ignore et avertit sévèrement Jua que si le patron la prend, elle sera renvoyée directement à la maison principale. Juste à ce moment-là, Taeo se fiche sous le choc, apercevant son grand-père et lui demandant pourquoi il les a suivis. Son grand-père le réprimande, lui rappelant qu'il avait dit qu'il était trop dangereux de faire de la moto au milieu de la nuit. Il leur ordonne de ramener les chiots chez le voisin, et une Jua ravie accepte immédiatement. La scène se déplace vers un nouveau jour et un nouveau défi, alors que Jua affronte un garçon au visage tacheté de rousseur. Une légère brise frôle les feuilles, signalant un changement de décor. Jua se promène tranquillement dans une zone boisée, tenant une ombrelle à volant pour se protéger du soleil. Elle court joyeusement avec l'un des chiots, qu'elle a nommé numéro 3, tandis que Taeo et Seolhwa sont contraints de trotter derrière eux. Taeo se plaint de devoir courir, mais Seolhwa lui rappelle stoïquement qu'ils doivent toujours rester près de la jeune femme. Ayant pris goût au chiot numéro 3, Jua profite de sa promenade depuis 2 heures complètes. Un Taeo en sueur et puis crie de loin, suppliant sa cousine de rentrer enfin chez elle. Elle interrompt sa joyeuse promenade, le regardant avec une expression agace. « Faisons une petite pause », annonce-t-elle avec un sourire diabolique. « Et ensuite, allons faire une autre promenade !» Laissant Taeo dans un désespoir total. Leur longue marche les MNE finalement un petit magasin de quartier appelé la boutique de Sunny. Proximite, un groupe d'enfants presse un garçon nommé Jintae de se dépêcher d'ouvrir sa friandise surprise.
Jin-tae hésite avant de l'ouvrir, se préparant une nouvelle déception. « Ah! Encore un Ori-ring !» crie l'un de ses amis, tandis que Jin-tae sort le jouet commun. Une jeune fille, Oseona, constate avec sympathie que c'est le 8e Ori-ring qu'il obtient de suite. Au bord des larmes, Jin-tae, 10 ans, déplore qu'il était si sûr que c'était le bon. Son ami, Kim Juno, 9 ans, souligne sagement qu'il devra essayer bien plus de 8 fois. Il s'avère qu'ils sont à la recherche d'un jouet rare, issu d'un anime à succès, célèbre pour vider les comptes bancaires des parents. La gamme de produits, Alcamon, est si addictive que les parents ont un dicton. Introduisez-la votre enfant le plus tard possible. La ligne est également un succès auprès des collectionneurs adultes, la figurine ultra rare Wolfgando, provoquant souvent des ruptures de stock et faisant la une des journaux. Les enfants s'effondrent de défaite, leur rêve de trouver le jouet rare semblant plus impossible que jamais. Tout en se plaignant de la chaleur, Jin-tae remarque Jua et ses 2 gardes du corps près du magasin. Taeo ricane, demandant Jua si elle est aussi fan de la série Alcamon, lui rappelant qu'elle est toujours une enfant malgré son attitude sérieuse. Avec un air impassible, Jua prétend qu'elle a juste choisi une collation qu'elle aimait, mais Taeho n'y croit pas une seconde. Incroyable. Elle sort la légendaire figurine Wolfgando, la plus rare de toutes. La mâchoire de Jin-tae tombe de stupéfaction. Même Taeo est choqué qu'elle ait eu le jouet loup, tandis qu'un autre enfant souligne à quel point il est rare. Seolwa fait une recherche rapide, confirmant qu'il se vend plus de 500 000 won, laissant Taeo sans voix. Taeo attire l'attention de Jua, l'appelant couette. Il s'abaisse à son niveau, lui demandant si elle lui parle, tandis que les autres enfants se rassemblent. Avec un sourire malin, Jin-tae propose d'échanger son banal Ori-ring contre sa figurine ultra rare. Jua vérifie auprès de sa subordonnée, et Seolwa confirme que son jouet n'est qu'un Ori-ring sans valeur. Jua l'informe sans détour du statut de son jouet, brisant ses espoirs. Jin-tae s'emporte, lui rappelant qu'elle ne se souciait même pas d'Alcamon, mais Jua déclare froidement qu'à partir d'aujourd'hui, elle est très intéressée. Il explose, criant qu'il a dépensé tout son argent de poche à la poursuite de son personnage préféré pour n'obtenir que Huira, la suppliant de le plaindre. Avec le regard glacial d'une véritable chef, elle lui dit platement non, et lui conseille de continuer à jouer s'il le veut tant. Son ami chuchote que c'est une cause perdue et essaye d'éloigner Jin-tae, vaincu. Mais Jin-tae n'en a pas fini, il se jette sur le jouet en criant que sa seule option est de le voler. Taeo intercepte calmement sa main, disant au garçon désespéré de ne pas le faire. TSK. Enragé, Jin-tae écarte sa main d'un revers. Jua change de tactique, proposant de faire un pari pour le Wolfgando. Jin-tae fixe les conditions. S'il gagne, elle change le jouet, mais il hésite sur ce qu'il abandonnera s'il perd. Jua termine sa phrase avec un sourire narquois. S'il perd, il devient son subordonné. Avec un sourire malicieux, elle demande s'ils ont un accord, et le garçon transpire sous la pression. Enthousiaste, Jin-tae serre le poing et accepte son défi au risque. L'affrontement est prévu dans une aire de jeu voisine. Jin-tae annonce officiellement que le pari aura lieu ici. Taeo trouve surprenant un terrain de jeu à la campagne et demande sarcastiquement s'il joue à chat. Il essaye de s'éclipser, affirmant qu'il va juste se reposer à l'ombre. Pas si vite! Jua attrape sa manche, le tirant en arrière. Elle lui rappelle que la chef est actuellement en train de combattre une autre organisation. Et avec un sourire sinistre, elle demande si son subordonné ne devrait pas se joindre à la mêlée. Elle le fixe du regard, attendant sa réponse. Un Taeo agité proteste, arguant que ce n'est qu'un jeu d'enfant et qu'il ne devrait pas avoir à y participer. Nous ne jouons pas, déclare-t-elle avec un sérieux mortel, recadrant cela comme une guerre de territoire pour des biens précieux. Marmonnant qu'elle est bizarre, Taeho essaye une nouvelle approche, affirmant que c'est de la triche pour un adulte comme lui de jouer. Jin-tae est immédiatement d'accord, criant que la présence de Taeho donne un énorme avantage à leur équipe. Jua lève un sourcil, demandant s'il pense que l'avantage est peut-être un peu trop grand pour son camp. Problème résolu, les chevilles de Taeo sont maintenant liées par une corde. Jua explique qu'elle lui a imposé une restriction pour équilibrer les chances. Elle nomme ensuite Seolwa comme arbitre officiel, qui filmera pour garantir un verdict équitable. Jin-tae grommelle mais accepte les nouvelles règles. Avec un sourire confiant, il lève le pouce, signalant qu'il est prêt. Les règles sont établies pour un jeu de « La Rose a fleuri », une version coréenne de 1, 2, 3 soleil, où les joueurs doivent se figer ou être capturés. Taeo ajoute qu'ils joueront en équipe, en se relayant pour être celui qui compte. Jin-tae explique le système de points.
un point par prise, ou un point à l'autre équipe si tout le monde s'échappe. Le plus de points gagne. Jua se craque les doigts, satisfaite de l'arrangement, et déclare qu'elle sera celle qui compte 2 fois puisqu'elle est la chef. Jinta encourage sa coéquipière, lui disant de faire du bon travail. Le décor étant planté, le jeu à enjeu élevé sur l'aire de jeu est sur le point de commencer. Kim Juno, le garçon à lunettes, est le premier qui compte, mais il s'inquiète en secret que Jintae soit naïve de croire qu'elle honorera réellement le pari. Il met ses doutes de côté, décidant qu'il est toujours préférable de gagner alors qu'il commence le chant. Taeo gémit, se demandant comment une simple promenade de chien a dégénéré en ce désordre et envisage de laisser tomber le jeu. Tandis que le chant continue, Taeho se dit qu'il peut probablement distancer facilement ses enfants, même avec les jambes liées. Poum! Une main tapote l'épaule de Taeho, le prenant totalement au dépourvu. Taeho s'étant mise à courir, le garçon en vert se rapproche pour le toucher. « Je t'ai eu !» Taeho est mise au sol, marquant le premier point pour l'équipe d'Ojintai. La coéquipière de Jua est furieuse, grondant Taeho d'avoir baissé sa garde. Juste à ce moment-là, une main lui tapote l'épaule, et la situation se renverse soudainement. Elle se retourne pour trouver le coéquipier de Jintae, affichant un sourire carnassier. Il esquisse un sourire, se croyant le roi de ce jeu, juste avant que sa confiance ne s'effondre. Un filet tombe d'en haut, le piégeant alors qu'il pousse un cri de pure frustration. Jua se dresse au-dessus de lui, annonçant froidement « Je t'ai eu ». Un point acquis. Il crie à la faute, insistant sur le fait qu'elle triche, mais Jua fait remarquer qu'il n'y a jamais eu de règle contre l'utilisation d'outils. Il fulmine à propos du fair-play élémentaire, mais elle le fait taire d'un TSK indifférent. Une nouvelle fille en robe rose prend nerveusement son tour pour chasser, commençant la comptine. Elle termine la phrase, touche la base et se retourne pour attraper les coureurs. « Arrêtez tout de suite !» crie-t-elle, espérant toucher quelqu'un. Mais elle est bien trop en retard. Taeho et Jua sont déjà dans la zone sûre, et il n'hésite pas à le lui faire remarquer. Son coéquipier furieux, le garçon à la chemise bleue, crie sur Seona pour ses réflexes lents, regrettant de l'avoir laissé jouer. Taeho ressent la chaleur du regard intense de Jua et jure de gagner, mais elle lui dit juste d'arrêter de la fixer. Trop occupé à se disputer, Taeho est touché par le garçon en bleu. Le garçon soutient que le toucher est invalide, mais Taeho affirme qu'il a été touché en premier et propose de vérifier le ralenti instantané. Affichant un signe de paix arrogant, Taeho prouve son point, laissant son adversaire grincer des dents. Le tableau de bord indique maintenant 2-1 en faveur de Jua, et le garçon en bleu blâme le stupide rouquin pour leur désavantage. Déterminé à marquer, il s'avance pour chasser et déclare qu'il commence. Juka ordonne à Taeho d'y aller lentement cette fois, qualifiant la corde à sa cheville de distraction. Il accepte, affirmant que c'était son plan depuis le début. Alors que Taeho avance prudemment, le garçon hurle « Arrête !» Il se retourne, ses yeux fixés sur ses cibles avec une concentration féroce. La comptine reprend une fois de plus, tandis qu'il tourne lentement la tête. Il se retourne brusquement, seulement pour découvrir que Jua a trébuché et est tombé juste à ses pieds. Un face-à-face tendu s'ensuit, alors qu'une Jua embarrassée lève les yeux vers le garçon déconcerté. Réalisant sa position très compromettante entre ses jambes, elle a l'air absolument mortifiée. Elle insiste sur le fait que c'était une erreur, et il essaye maladroitement de lui assurer qu'il n'a rien vu. Rouge de colère, Jua assène un coup de pied rapide en hurlant « Pervers !» Alors que Seolwa juge la situation embarrassante, le garçon insiste frénétiquement sur le fait que c'était un accident, pas une tactique. Dans un moment de pure panique, il hurle bizarrement qu'elle est une perverse à couette. Au milieu de la confusion, Jua lui attrape soudainement la main. Un sourire vampirique se répand sur son visage alors qu'il révèle son piège. « Je t'ai eu. Ah 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 !» Elle soutient que le toucher ne compte pas, mais il réplique qu'elle a beaucoup de culot après lui avoir baissé le pantalon et déclare la victoire. Le jeu dégénère en une bagarre générale, forçant Taeho à intervenir et exiger qu'il termine le dernier tour paisiblement. Jua, cependant, affiche juste un sourire sinistre et confiant. Le coéquipier de Jintae ricane, disant couette de se tenir prête à livrer le Wolfgando. Jintae tire sa sœur, Seona, à part, l'avertissant qu'elle est le maillon faible de l'équipe et qu'elle doit rester en arrière. Les autres enfants se plaignent à Jintae que sa sœur est trop lente, le pressant de la laisser simplement regarder depuis le côté. En entendant cela, une Seona abattue serre nerveusement le tissu de sa robe. Jintae et son coéquipier lui lancent un regard sévère, lui ordonnant silencieusement de ne pas bouger. Maintenant, c'est au tour de Jua,
et elle annonce audacieusement qu'elle commence. Alors qu'elle commence la comptine, la caméra descend vers une grande basket blanche, faisant allusion au joueur en vedette. Jin-tae ricane, absolument certain de gagner en terminant la comptine pour elle. Le vent souffle alors que Jua se tient prête, préparant le terrain pour le moment final et décisif du jeu. Avec un cri triomphant de « Je t'ai eu », Jin-tae se précipite en avant et touche sa propre sœur. Il se fiche d'horreur, criant son nom alors qu'il réalise son erreur colossale. De son endroit, Jua observe l'incident de Tirami avec un sourire diaboliquement satisfait. Furieux contre lui-même, Jin-tae grommelle qu'il lui avait spécifiquement dit de ne pas se précipiter. Une bulle de pensée révèle le défaut fatal du jeu. Seona est juste trop lente à la course. UGH. Comme prévu, ses pieds la lâchent et elle tombe lourdement. Regardant son adversaire tomber, Jua esquisse un petit sourire diabolique. Le visage de Jin-tae se tord d'un choc pur et absolu. Mais dans un rebondissement choquant, Seona, tombée, déclare victoire et revendique tête floue, comme son nouveau subordonné. Attends une minute. Jin-tae se retourne pour faire face à Jua, criant que cela ne faisait pas partie du plan. Jua rejette froidement sa protestation, déclarant que tout ce qui compte est qu'elle l'ait attrapé et demande s'il va encore crier tricheur. Revenons en arrière. Juste après les faits, Jin-tae gronde sa sœur Seona pour ne pas être restée en retrait comme il le lui avait dit. Il la blâme furieusement d'avoir fondu en avant et de leur avoir fait perdre le Wolfgando. En pleurs, Seona rétorque qu'il est celui qui la met toujours à l'écart et lui dit de ne pas gêner. Depuis l'ère de jeu, Taeho et Seolwa observent le drame fraternel se dérouler, confirmant qu'ils sont définitivement en train de se disputer. Seona explique en pleurs qu'elle voulait juste jouer ensemble, mais qu'il la traite toujours de gênante. Soudain, Jua intervient, saisissant le bras de Seona et la tirant en lieu sûr. Elle confronte Jin-tae, exigeant de savoir ce qu'il pense faire tandis que sa sœur pleure derrière elle. Jin-tae réplique sèchement, lui demandant si elle a la moindre idée de la gêne que représente la garde d'une petite sœur maladroite et lui dit de juste faire mieux. Juaka lui dit d'arrêter de traiter sa sœur comme un fardeau, expliquant que tout ce qu'elle voulait, c'était jouer sans être ignorée. Son coéquipier intervient, disant à un Jin-tae en règle de laisser tomber et de rentrer chez lui. Peu importe, je rentre chez moi, annonce Jin-tae, ajoutant avec indifférence qu'il se fiche que Seona vienne ou non. Une Seona paniquée l'interpelle, suppliant son grand frère de l'attendre. Elle tend désespérément la main, criant son nom tandis qu'il s'éloigne sans un regard. Mais alors qu'elle court, une vague de vertige la submerge, et elle trébuche, confuse. Slam! Elle s'effondre sur le trottoir, juste devant son frère. Jin-tae se retourne, son expression de colère instantanément remplacée par une horreur aux yeux écarquillés. Il hurle son nom de terreur en la voyant étendue inconsciente sur le sol. Se précipitant à ses côtés, il essaie frénétiquement de la secouer pour la réveiller, demandant ce qui ne va pas. Seolwa intervient, lui disant calmement de la laisser jeter un œil. Elle diagnostique rapidement un coup de chaleur, et insiste sur le fait qu'ils doivent l'emmener immédiatement à l'hôpital. À l'hôpital, Seona gît inconsciente dans son lit, sous perfusion et avec une compresse froide sur la tête. Seolwa rassure un Jin-tae inquiet, lui disant qu'elle ira bien puisqu'ils l'ont aidée si rapidement. Plus tard, Jin-tae se fait réprimander par sa sœur aînée, qui exige de savoir où il était au lieu de surveiller Seona. Elle le réprimande pour avoir rompu sa promesse de surveiller leur fragile sœur pendant l'absence de leurs parents, lui rappelant un précédent malaise. Dans un flashback, Jin-tae réfléchit à sa frustration, de devoir constamment s'occuper de sa sœur, parce que leurs parents travaillaient. Il se souvient comment ses amis l'excluaient des jeux, craignant que Seona ne fasse que les gêner. Submergé par la culpabilité, il s'avoue à lui-même qu'il n'avait jamais réalisé à quel point elle voulait juste jouer avec lui. Taeho écoute son histoire avec une expression pensive, ne disant rien. Juita rompt le silence, disant à Jin-tae que sa sœur n'était pas tape à l'œil, mais qu'elle essayait très fort. Jua lui dit de reconnaître l'effort de sa sœur, même s'il la trouve frustrante. Elle offre ensuite un conseil étonnamment mature. Quand Seona se réveillera, il devrait essayer de se réconcilier au lieu de se mettre en colère. Juste ce moment-là, une femme entre en trombe, criant « Oh Jin-tae, on dirait que maman est rentrée !» Sa mère le réprimande furieusement pour avoir laissé sa sœur avoir un coup de chaleur, lui rappelant son devoir de la surveiller. Mais Jua s'avance, se présentant comme une amie qui jouait avec Jin-tae. Elle prend le blâme, expliquant qu'ils jouaient tous ensemble quand Seona s'est soudainement effondrée, alors ils l'ont emmenée en urgence à l'hôpital. La colère de la mère se transforme en soulagement et en gratitude, alors qu'elle les remercie abondamment. Jua la regarde dans les yeux et lui demande de ne pas être trop dure avec Jin-tae.
Elle le défend, soulignant qu'il n'est qu'un enfant faisant de son mieux pour s'occuper d'une sœur plus jeune sans ses parents. Jin-tae reste complètement sans voix, stupéfait par sa gentillesse inattendue. Une infirmière interrompt, annonçant que Seona a repris conscience et que son tuteur peut entrer. Alors que le ciel s'assombrit, le père de Jin-tae s'incline profondément, remerciant les enfants d'avoir pris soin de ses enfants. Après le match, la mère de Jin-tae s'excuse pour le comportement de son fils, mais Taeo la rassure en disant que tout va bien. Avec un air déterminé, le garçon aux taches de rousseur se présente formellement comme Oh Jin-tae. Jua affiche un sourire éclatant, rendant l'appareil en se présentant comme Min Jua. Jin-tae admet qu'il est déçu d'avoir perdu le Wolfgando, mais dit qu'il serait partant pour une revanche un jour. Les rivaux fraîchement rencontrés changent un dernier regard avant de se séparer. Alors que la famille de Jin-tae s'éloigne, les deux groupes changent des adieux amicaux. Clic. Jin-tae s'attache dans son siège de voiture, les événements de la journée encore frais dans son esprit. Sa sœur aînée commence à le réprimander pour qu'il soit plus prudent, mais il lui dit d'un ton grognon d'arrêter. Il découvre alors une lettre rose de sa nouvelle chef, Jua, lui offrant une récompense spéciale et ses coordonnées. Il ouvre le cadeau pour y trouver une autre figurine rare. Un cool guerrier chat maniant l'épée. Submergé par l'émotion, il pousse un immense cri de pure joie. Le cri surprend sa sœur dans la voiture alors que Jin-tae, désormais une étoile filante de loyauté, jure sa vie à sa nouvelle chef. La scène se déplace vers un nouveau personnage, un homme aux cheveux noirs qui affiche un sourire narquois et entendu. L'histoire fait une pause, présentant une image puissante d'un guerrier sombre en hommage de ses créateurs. Dans un bureau moderne et élégant, un homme en chemise rouge interroge le choix de son compagnon de porter un manteau à l'intérieur, malgré la climatisation à fond. L'homme aux cheveux argentés réplique qu'un patron doit toujours avoir l'air cool, se présentant comme Baek Cheong-woong, chef du gang du Tigre Blanc. Son bras droit, Lee Yoon, esquisse un sourire et demande quel est leur plan pour le nouveau Jang Tae-ho. Cheon-woong se moque de l'idée qu'un lycéen soit le subordonné de la jeune femme, insistant sur le fait que Lady Mia-e n'approuverait jamais. Yoon lui rappelle calmement que Mia-e a déjà cédé sa position au chef et met en doute son avarice persistante. Enragé, Cheon-woong le corrige furieusement, insistant pour qu'il s'adresse à elle correctement en tant que Dame Mia-e. Non convaincu, Cheon-woong déclare qu'il vérifiera personnellement si ce Jang Tae-ho est digne du poste. Le duo commence sa filature, Cheon-woong s'attendant à ce que le nouveau subordonné soit en état d'alerte constante. Au lieu de cela, il trouve leur sujet, Tae-ho, profondément endormi et bavant sur son oreiller. Cheon-woong est consterné, tandis que Yoon rapporte sèchement l'évidence. Il dort. Indigné, Cheon-woong traite Tae-ho de fou insensé pour oser dormir, alors que la jeune femme pourrait être en danger. Yoon écarte nonchalamment ses préoccupations, notant que Seol-hwa est de garde et qu'il doute que quoi que ce soit arrive. C'est la mauvaise chose à dire, car Cheon-woong entre dans une rage folle, hurlant que la présence de Seol-hwa n'a pas d'importance. À ce moment-là, Yoon repère leur cible en mouvement, alors que Tae-ho et Jua sortent. Allons-y. Cheon-woong se lève d'un bond, insistant pour qu'ils les suivent immédiatement. Yoon l'arrête, soulignant que leurs tenues actuelles les trahissent et qu'ils seront facilement reconnaissables. L'heure d'un déguisement de maître. Yoon enfile une chemise verte flashy et des lunettes de soleil cool. Cheon-woong suit le mouvement, mais Yoon pense qu'ils sont encore plus voyants maintenant, ce qui lui vaut un cinglant étoi de son patron. Cache au loin, Cheon-woong se plaint que son grand-père les envoie faire une course par une journée aussi chaude. Tae-ho se plaint d'être appelé subordonné, mais Jua lui rappelle sévèrement que c'est son devoir de suivre le patron. En entendant cela, Cheon-woong fulmine depuis sa cachette, se demandant comment un subordonné pourrait avoir une attitude aussi irrespectueuse. Il décide qu'il doit le tester, juste au moment où Yoon le dépasse, en annonçant qu'il est en train de passer. Soudain, Yoon dévale la rue vers Tae-ho avec un diable plein de cartons. « Voyons si tu esquives ça », crie-t-il, visant directement le garde du corps sans méfiance. Tae-ho se retourne, complètement déconcerté par l'attaque soudaine. Vlam, à la dernière seconde, Seol-hwa le tire en sécurité, le sauvant de la collision. « Tu dois mieux esquiver », hurle Cheon-woong depuis le bord, critiquant les réflexes de Tae-ho. L'attaque de Yoon se termine par un crash spectaculaire, alors que lui et ses cartons s'envolent. Seol-hwa informe froidement Tae-ho qu'avec une telle agilité, il ne sera pas d'une grande utilité à la jeune femme. Tae-ho soutient que l'attaque était impossible à esquiver, tandis que Seol-hwa marmonne à propos du culot de certaines personnes. Alors que le groupe passe devant les débris, Tae-ho demande sarcastiquement si Yoon va bien, remarquant que ça a dû faire mal.
Un gros plan révèle Yoon enfoui sous les cartons, l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Cheon-woong fulmine que Taeo serait cuit sans Seol-hwa, mais Yoon lui rappelle que ce n'était qu'un test. Avec un regard menaçant, Cheon-woong jure d'utiliser tous les moyens nécessaires pour exploiter les faiblesses de Jang Taeo. Ses tentatives suivantes, éclabousser de l'eau, placer une peau de banane et creuser un piège, échouent toutes de manière spectaculaire, lui-même devenant souvent la victime. Serrant le poing avec une frustration totale, Cheon-woong ne peut que marmonner. Mince alors. Cheon-woong fulmine que Seol-hwa est bien trop forte, se plaignant de comprendre maintenant pourquoi elle était la gênante femme de main de Lady Mia-e. Il soutient que si Seol-hwa ne fait que couvrir le petit nouveau, quoi bon le tester. Yoon esquisse un sourire narquois, le dénonçant d'utiliser Seol-hwa comme excuse, car il est manifestement juste jaloux. Agacé, Cheon-woong insiste sur le fait que la jeune femme n'est pas du genre à aller se plaindre de ça à Lady Mia, mais Yoon souligne que le simple fait qu'elle ait personnellement choisi un subordonné pourrait signifier qu'il y a un motif caché qu'ils ignorent. C'est ce que j'essaye de découvrir, déclare Cheon-woong avec une détermination sombre. Il demande désespérément un autre moyen d'embêter Taeo, et Yoon observe d'un ton sec qu'il n'essaye même plus de cacher ses intentions. Pris en flagrant délit, Cheon-woong est laissé balbutiant et sans voix. Un nouveau plan prend forme. Il dit à Yoon d'aller interroger directement Taeo pendant qu'il garde un œil sur la jeune femme. Yoon s'interroge nerveusement sur l'ordre, demandant s'il devrait vraiment l'approcher vêtue de leur tenue voyante actuelle. Son nouveau déguisement est révélé. Le look de prêcheur de rue, complet avec une chemise à carreaux, un sac à dos et des lunettes spirales vertigineuses. Cheon-woong pense que l'accoutrement de geek le fera paraître naturel, mais Yoon sait que cela le rend juste encore plus suspect. Mettant le plan douteux en action, Yoon, déguisé, arrête maladroitement sa cible pour lui demander son chemin.